En août 2009, un événement tragique secoua profondément le Koweït. Les actes terribles de Nasra Youssef Al-Hennezi coûtèrent la vie à 57 innocents, marquant l'une des pires tragédies criminelles de l'histoire du pays. Cette affaire glaçante provoqua une onde de choc national. La population fut horrifiée, et la haine envers Nasra devint si intense qu'aucune des familles des victimes ne demanda la clémence, toutes réclamèrent la peine maximale. Mais quel crime Nasra Youssef Al-Hennezi a-t-elle réellement commis? Ce crime fit basculer une nation entière. À tel point que le gouvernement koweïtien se vit contraint de modifier ses lois pour empêcher qu'une tragédie pareille ne puisse se reproduire. Bienvenue dans Ombre des faits, là où derrière chaque crime, se cache une vérité non dite. Si tu es passionné de crimes et de faits étranges, je t'invite à t'abonner, commençons. Nous sommes au Moyen-Orient, plus précisément sur le petit État du Koweït. C'est à la périphérie de sa capitale, nommée simplement Koweït City, que nous faisons la connaissance de notre protagoniste, Nasra Youssef Al-Hennezi, une jeune femme de 23 ans. Nasra vivait avec son mari, Sied Zafira, âgé de 36 ans, et leurs 2 enfants. Le couple s'était marié alors que Nasra était encore adolescente, et il n'avait pas tardé à fonder une famille. Peu d'éléments sont connus sur son enfance, mais on sait qu'elle a souffert de troubles mentaux non diagnostiqués, dans un contexte où la stigmatisation de la santé mentale demeure malheureusement omniprésente. Nasra était reconnue pour son comportement erratique, impulsif et souvent imprévisible. Pourtant, malgré ses difficultés personnelles, sa vie de famille semblait relativement stable. Comme dans de nombreuses familles koweïtiennes, elle restait au foyer pour s'occuper des enfants et de la maison, tandis que son mari assurait le revenu du ménage. Malheureusement, la situation de Nasra devenait de plus en plus pesante. Ses 2 fils présentaient des besoins particuliers, nécessitant des soins constants et exigeants. Épuisée moralement et physiquement, Nasra s'efforçait de tenir bon, mais son mari, Ziad, semblait de plus en plus distant. Ziad n'avait pas épousé Nasra, disait-il, pour se retrouver avec une épouse stressée et 2 enfants handicapés. Au lieu de soutenir sa famille, il choisit de tourner son regard ailleurs, à la recherche d'une nouvelle partenaire. Au Koweït, la polygamie n'est ni illégale ni mal vue sur le plan religieux. Elle est intégrée à la société depuis des millénaires, et il est commun pour un homme d'avoir jusqu'à 4 épouses. C'est ainsi que Ziad entama des démarches, à l'aide d'une entremetteuse, pour trouver une seconde épouse. Pendant que Nasra restait à la maison, prenant soin de leurs enfants et du foyer, son mari se préparait à refaire sa vie. Une décision qu'elle ne pouvait ni ignorer, ni accepter. Elle avait l'impression qu'il la rejetait, qu'il l'accusait implicitement d'avoir donné naissance à des enfants handicapés, et qu'il cherchait une nouvelle épouse dans l'espoir d'avoir des enfants en meilleure santé. Ce ressentiment, cette amertume, cette douleur silencieuse, tout cela grandissait en elle, lentement mais sûrement. Jusqu'au jour où tout explosa. En août 2009, Ziad annonça officiellement qu'il avait choisi une nouvelle épouse et qu'il se marierait avant la fin du mois. Ce fut le point de rupture. Furieuse, dévastée, Nasra resta néanmoins calme en apparence. Elle ne manifesta rien, ne cria pas, ne fit pas de scandale. Elle était en colère, oui. Mais elle était aussi patiente. Car si elle devait se venger de son mari pour cette trahison, elle attendrait le moment parfait pour frapper. Ce jour-là, tout semblait ordinaire au Koweït. Le soleil brûlait comme à son habitude, et les températures atteignaient des sommets, bien au-delà des 50 degrés Celsius. Mais la chaleur n'était pas que dans l'air, une tension plus insidieuse couvait. C'était le jour du mariage de Ziad et de sa nouvelle épouse. La cérémonie se déroulait à Al-Ghara, à l'ouest de Koweït City. Les mariages koweïtiens sont des événements officiels, et au fil du temps, ils se sont modernisés, adoptant peu à peu les codes des cérémonies occidentales avec faste et extravagance. Ces célébrations peuvent coûter des centaines de milliers, voire des millions de dollars. Fleurs importées de Hollande, mais raffinées venues de Paris, artistes du monde entier, rien n'est laissé au hasard. À la mi-journée, les festivités battaient leur plein. D'immenses tentes blanches avaient été dressées pour accueillir les invités. Au Koweït, il est courant que les hommes et les femmes célèbrent séparément. Cela permet aux femmes d'ôter librement leur voile en toute intimité. Mais ce jour-là, les installations n'étaient pas aux normes. L'une des tentes principales, où se trouvaient les femmes et les enfants, n'avait qu'une seule issue. Un détail tragique dont les conséquences allaient s'avérer dévastatrices. Pendant que la musique résonnait et que les rires fusaient, une présence discrète rôdait en arrière-plan. Nasra.
Elle n'avait pas abandonné son désir de vengeance. Et elle avait choisi ce jour précis pour agir. Profitant de la chaleur écrasante et de la vulnérabilité de la structure, Nasra mit son plan à exécution. Du carburant, dissimulé à l'avance, fut versé tout autour de la tente. Et le feu prit rapidement, violemment. À l'intérieur, personne ne comprit immédiatement ce qu'il se passait. Puis vint l'odeur de la fumée. Et la panique. Tous se ruèrent vers l'unique sortie. Mais la foule, dense et affolée, provoqua un embouteillage humain. Les cris, la chaleur, le chaos. Personne ne pouvait sortir facilement. La température grimpa jusqu'à 500 degrés Celsius, un piège infernal. Malheureusement, beaucoup n'en réchappèrent pas. Le feu ravagea la tente, emportant la vie de nombreuses femmes et enfants présents ce jour-là. Ceux qui n'ont pas pu s'échapper ont succombé, soit aux flammes, soit à la chaleur insoutenable. En seulement 3 minutes, la tente s'était entièrement effondrée, ne laissant derrière elle qu'un amas calciné de vêtements, de meubles réduits à l'état de carcasse métallique. Il n'y eut pas de temps pour intervenir. En 3 minutes, 41 femmes et enfants avaient déjà perdu la vie. Si certains invités réussirent à fuir, près de 90 autres furent blessés, soit par les flammes, soit dans le chaos provoqué par la panique générale. Lorsque les secours arrivèrent sur les lieux, ils découvrirent un spectacle de désolation. Nombre de victimes étaient méconnaissables, leurs corps ayant été entièrement brûlés. Pour les identifier, il fallut faire appel à une équipe spécialisée, utilisant des dossiers médicaux et dentaires. Dans les jours qui suivirent, plusieurs blessés graves succombèrent à leurs brûlures. Le bilan final s'éleva à 57 morts et 74 blessés, faisant de ce crime l'une des tragédies les plus terribles de toute l'histoire du Koweït. Les autorités qualifièrent l'événement de pire catastrophe du genre en 40 ans. L'émotion était immense, tout comme la colère. Les mariés, eux, sortirent indemnes. Lors de l'incendie, ni le mari ni la jeune épouse n'étaient présents dans la tente. Rapidement, les enquêteurs se penchèrent sur l'origine du feu. Les premières hypothèses évoquaient un court-circuit ou peut-être les braises utilisées pour l'encens. Mais très vite, les preuves indiquèrent autre chose, un acte criminel. Un incendie volontaire. Ce choc fut immense pour les deux familles. Ziad et sa nouvelle épouse étaient aimés dans leur communauté, et personne ne leur connaissait d'ennemis. Quant à Nasra, elle était restée discrète, silencieuse. Rien n'indiquait une menace. Pourtant, en tant qu'ex-femme du mari, elle fut naturellement interrogée. Elle fut retrouvée à son domicile, auprès de ses enfants. Et très vite, après son arrestation, elle livra une confession glaçante. Avant même de faire appel à un avocat, Nasra craqua sous la pression. Elle avoua avoir aspergé la tente de chiffon imbibée d'essence avant d'y mettre le feu. Mais peu de temps après avoir été conseillée juridiquement, son attitude changea du tout au tout, elle se rétracta, clamant que sa confession avait été obtenue sous la contrainte et demanda qu'elle soit annulée. Sa requête fut rejetée. Son aveu initial devint rapidement une pièce maîtresse du dossier d'accusation. Mais l'affaire prit un tournant encore plus complexe. Pendant sa détention, on découvrit que Nasra était enceinte de Ziad, son époux. Or, au Koweït, la peine de mort est légalement appliquée dans les cas de meurtre, sauf pour les femmes enceintes. Ces dernières voient alors leur condamnation commuée en peine de prison à perpétuité, même après l'accouchement. 2 mois plus tard, Nasra ne fut plus considérée comme enceinte. Elle affirma alors qu'un gardien de prison, agissant sur ordre de son mari, lui avait administré des médicaments qui auraient causé une fausse couche. Cette allégation ne fut jamais vérifiée, aucun examen médical ne fut réalisé pour en confirmer ou infirmer l'authenticité. Ce point fut abordé lors de son procès en mars 2010, mais la défense n'eut que peu de crédibilité. Pour le juge, les crimes de Nasra ne méritaient aucune clémence. L'opinion publique était du même avis. Aux yeux du pays tout entier, elle était devenue le symbole de la cruauté, une femme jalouse ayant sciemment assassiné 57 femmes et enfants innocents. Selon la tradition juridique koweïtienne, les familles des victimes peuvent choisir de renoncer à leur droit à la vengeance, permettant ainsi au tribunal de commuer une condamnation à mort. Or, dans ce cas, il suffisait qu'une seule famille accepte cette option pour qu'elle soit envisagée. Mais aucune ne le fit. L'équipe de défense de Nasra tenta tout, son jeune âge, son genre, sa santé mentale supposée. Mais rien n'y fit. Les témoignages, les preuves, et la douleur des familles restaient accablants. Plus tard, elle changea encore une fois de version. Selon ses dires, elle n'avait jamais voulu provoquer un incendie. Elle croyait, disait-elle,
que le liquide hautement inflammable qu'elle avait répandu n'était que de l'eau. Une défense absurde, d'autant plus qu'un témoin déclara l'avoir vu verser le carburant tout autour de la tente, puis allumer le feu. Il faut croire que très peu d'eau s'embrase à l'aide d'un briquet. Nasra fut finalement reconnue coupable de ces actes. Aucun signe de grossesse n'ayant été confirmé, elle fut condamnée à mort pour le meurtre de 57 femmes et enfants, ainsi que pour avoir blessé 74 autres personnes. Face à la gravité des faits et par respect pour les victimes et leurs familles, le tribunal maintint la peine capitale. Nasra devint ainsi la deuxième femme de l'histoire du Koweït à être exécutée, un fait rarissime dans un pays où les femmes sont généralement épargnées de la peine de mort. À la suite de ce drame, de nouvelles lois furent mises en place, l'installation de tentes pour les mariages fut strictement encadrée, ne pouvant désormais être assurée que par des organismes certifiés, et toutes les normes de sécurité devaient être rigoureusement respectées. Ce crime a profondément marqué le peuple koweïtien. Le Koweït est considéré comme un pays paisible, avec un faible taux de criminalité. Beaucoup avaient du mal à croire qu'une femme seule avait causé autant de douleur et de destruction, en seulement 3 minutes. Et même si Nasra continuait de clamer qu'elle n'avait pas voulu tuer qui que ce soit, les preuves montraient clairement le contraire. Son geste était prémédité, pensé, calculé et tragiquement efficace. Elle visait la mariée, qu'elle n'a pas atteinte, mais elle a brisé sa famille. Sa mère et sa sœur furent tuées dans l'incendie. 7 ans plus tard, le 25 janvier 2017, la sentence fut exécutée. Ce jour-là, 7 personnes furent pendues, dont 3 femmes. Fait étonnant, la première personne exécutée fut un membre de la famille royale, reconnu coupable du meurtre de son neveu handicapé lors d'un différend. Habituellement, les médias sont autorisés à assister à ces exécutions, mais exceptionnellement, l'accès leur fut refusé, probablement en raison du statut royal de l'un des condamnés. Nasra, quant à elle, fut exécutée en privé, pendue par les gardiens de la prison. Cette fin aurait apporté un semblant de justice aux familles dévastées par ces actes. Ainsi se conclut cette affaire, l'un des pires crimes que le Koweït ait jamais connu. 57 vies innocentes, fauchées lors d'un événement censé célébrer l'amour, tout cela à cause de la jalousie, de la douleur, et de la vengeance d'une seule personne. Merci d'avoir suivi cette affaire avec nous. Si vous avez trouvé ce récit intéressant, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines histoires.